Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Rendez-vous d'information dont voici les titres. Présidentielle 2020 au Burkina Faso, 280 millions de francs CFA pour l'ensemble des candidats. La campagne pour les élections couplées du 22 novembre prochain débute le 31 octobre pour 3 semaines. Et puis suspension de la grève de 96 heures des chauffeurs routiers du Burkina. Un consensus a été trouvé avec le gouvernement. Le point dans ce journal. Et enfin, Côte d'Ivoire, l'association des femmes burkinabées ressortissantes de Koudougou mène une campagne de sensibilisation de ses membres à la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique. Encore une fois, merci de nous suivre. Nous le disions en titre, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso suspend son mot d'ordre de grève de 96 heures lancé hier lundi. Une décision qui fait suite, selon les responsables de la fêtière, à un consensus trouvé avec le gouvernement. L'annonce a été faite cet après-midi même lors d'une conférence de presse qui a permis aux responsables des transporteurs de revenir point par point sur leur plateforme revendicative. Issoufou Maïga, le président de la fêtière, est justement au micro de Raketa Bilgou. On l'écoute. Effectivement, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina vous a convié le lundi passé et il a broché les écarts qui existaient entre la fêtière et le ministère du Transport et de la Mobilité urbaine, rentrant dans le cadre de l'adoption de l'arrêté d'application du décret 2020-0235. Donc il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais nous rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que nous avons pris langue pratiquement avec les chargeurs, les plus hauts responsables de l'économie de notre pays, notamment la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina, le Conseil national du patronat du Burkina et la grande institution en charge du dialogue social au Burkina, notamment le Haut Conseil du dialogue social. Ils ont tous œuvré dans le sens de l'apaisement, la compréhension et l'unité du Burkina Faso, et ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir entrer en contact avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. On en a discuté également avec le chef du gouvernement et les solutions sont à la portée à tous grâce à l'accompagnement de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina, le Conseil national du patronat burkinabé et le Haut Conseil du dialogue social. Comme on doit rendre la monnaie, nous avons juste en charge de tirer les transporteurs vers l'idéal. Et je peux affirmer que l'idéal est atteint. Nous avons posé nos préoccupations et je précise que nous ne sommes pas contre l'État. Nous ne sommes pas contre les décisions de l'État. Nous ne sommes pas contre les lois de notre pays. Nous avons juste demandé une amélioration et nous avons pu également transmettre nos amendements sur le projet. Avant la suspension de la grève de 96 heures des chauffeurs routiers du Burkina, beaucoup d'usagers ont fait les frais de cet arrêt de travail. Dès le matin de ce 14 octobre, des centaines de camions étaient stationnés aux entrées de la ville de Ouagadougou. Une équipe de True TV est allée en faire le constat. Abdoulrahim Niénié. Nous sommes à la sortie est de Ouagadougou sur la route nationale numéro 4, route de Fadangourma. Sur une distance de près de 5 km, les gros porteurs sont stationnés au bord de la route. C'est le début de 4 jours d'arrêt de travail des chauffeurs routiers. Un début difficile pour les transporteurs en commun qui sont contraints par leurs collègues de faire demi-tour. Pour les grévistes, cette situation vise à attirer l'attention des autorités sur les revendications des chauffeurs routiers. Depuis lors qu'on a fait les grèves, notre problème n'a pas été arrangé. Maintenant, on est là. C'est pourquoi le ministre va arranger nos problèmes. Les changements là, ça ne se fait pas par l'ordre. Les prix et puis les changements, même tu peux aller à l'extérieur, tu vas faire quelques jours, tu ne peux pas avoir des changements. Les changements là, c'est pour des gens.
Nous mettons ensuite le cap sur la route nationale 3, route de Kaya. Les chauffeurs des transports en commun tentent de négocier le passage auprès de leurs collègues sans succès. Il faut faire demi-tour. Les victimes directes de cette grève, ce sont les passagers de ces cars. La route est bloquée comme ça, c'est vraiment compliqué pour nous parce que je dois me présenter demain pour le travail. Voilà qu'on dit que la route est bloquée pour 4 jours. 4 jours, là, c'est pas facile, ça ne peut pas nous arranger. Grève là, c'est pas facile. Nous, on est pauvres, on cherche pour à manger, on a laissé notre enfants, notre mari. On a venu gréver là, on ne savait même pas c'est quel jour, mais on va nous libérer. C'est pas facile. En tout cas, moi, je ne suis pas content pour ça. Pour certains passagers, participer à une grève devrait être un choix et non une contrainte pour tous les chauffeurs. Cela afin d'éviter un impact négatif sur l'économie du pays. La situation n'aimerait pas qu'on fasse comme ça. Voilà, au moins on peut gréver, mais ne pas barricader les voies, tout ça là. Voilà, c'est un peu de l'incivisme, quoi, selon moi. Ouais, sinon, l'arrêt là, c'est pas bon, ça met le pays en retard. Voilà, économiquement aussi, ça devient autre chose. Imaginez-vous qu'ils fassent ces trucs-là. Bon, les transporteurs, tout le monde paie. Donc il faudrait revoir la manière de faire les grèves, selon moi. Malgré les conséquences de cet arrêt de travail, les acteurs trouvent cela légitime au regard de la tracasserie routière qu'ils subissent et aussi la mauvaise gestion du fret qu'ils dénoncent. Le ministre en charge du transport avait pourtant rassuré les acteurs le 13 octobre dernier. Pour lui, le Conseil burkinabé des chargeurs CBC ne fait que faciliter le transport du fret. Mais le chauffeur reste jusque-là très sceptique face à cette déclaration du ministre Vincent Dabilgou. La campagne des élections couplées du 22 novembre 2020 aura lieu du 31 octobre au 20 novembre 2020. C'est l'une des décisions prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 14 octobre. 280 millions de francs CFA seront à repartir à part égale entre les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Le Conseil des ministres de ce mercredi 14 octobre a décidé en outre de la révalorisation des pensions par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Carrefour. Nadine Zongo. À compter du 31 octobre 2020, les candidats à l'élection législative et présidentielle du 22 novembre prochain pourront commencer la campagne électorale et ce jusqu'au 20 novembre prochain. C'est ce qu'a décidé le Conseil des ministres du jour. Le premier décret porte ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives. L'article 1 de ce décret fixant l'ouverture de la campagne pour les élections législatives du 22 novembre pour le 31 octobre 2020 à 0h, ça c'est l'ouverture, et cette campagne prendra fin le vendredi 20 novembre 2020 à 24h. Le deuxième décret porte ouverture de la campagne électorale pour l'élection, pour le premier tour de l'élection du président du Faso, et ce décret fixe l'ouverture de la campagne pour le samedi 31 octobre 2020 à 0h et met fin donc à la campagne le vendredi 20 novembre 2020 à 24h. La contribution de l'État pour la campagne présidentielle. Ce décret est pris conformément donc à l'article 9 de la loi numéro 008-2009/AN portant financement des partis politiques et formations politiques et les campagnes électorales. Au regard de cet article, le montant de la subvention pour la campagne électorale pour l'élection présidentielle 2020 a été fixé par décret à 280 millions de francs CFA à répartir donc à part égale entre les candidats qui auraient été retenus par le Conseil constitutionnel. Au titre du ministère de la Santé, 2 rapports ont été adoptés. L'un pour la réhabilitation du centre hospitalier de Tengango et l'autre pour la distribution du 2e lot d'ambulances. Il s'agit donc de marchés portant sur la réhabilitation et la réfection des bâtiments, la fourniture de matériel de couchage au profit du centre hospitalier Tengango. Il s'agit également de la réhabilitation de la station d'épuration en eau usée du centre hospitalier Tengango. Il s'agit d'acquisition de médicaments de spécialité au profit du Chorus Covid. Il s'agit également de l'acquisition de Kazakh pour le compte du Chorus Covid. Nous avons également adopté un rapport relatif à la répartition du 2e lot d'ambulances livrées dans le cadre des 300 ambulances au titre des communes. Vous savez qu'il s'agissait de 300 ambulances qui avaient été donc passées afin que ces 300 ambulances-là puissent couvrir
Le gouvernement, lors de cette rencontre, a également décidé de la revalorisation des pensions de certains retraités. Une revalorisation allant de 2,5 à 5%, supportée par la Carrefour. Une étude actuarielle a été faite pour voir effectivement si la Carrefour pouvait soutenir ces augmentations-là. Et au regard de l'étude et des résultats, donc, le gouvernement a décidé d'une revalorisation des pensions de 2,5% pour les catégories A, B et P et les officiers de l'armée et de 5% pour tout le reste des pensionnés au niveau de la Carrefour. L'incidence financière de cette revalorisation des pensions est de 1,493 252 148 francs CFA. Au compte du ministère des Infrastructures, le Conseil des ministres a donné son quitus pour la signature d'un contrat commercial entre le ministère en charge des Finances et une entreprise chinoise en vue de la construction de la route Banfora-Sidera-Dougougawa. Et au titre des communications orales, le ministère en charge de la décentralisation a fait le point des préparatifs de la commémoration du 33e anniversaire de Thomas Sankara. Des activités prévues, on retient le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs et le baptême de l'université Ouaga 1 au nom Université Thomas Sankara. La question judiciaire relative au dossier Thomas Sankara était l'un des points de la conférence de presse du mouvement Le Balai Citoyen et l'autre point, la création d'une bourse doctorale par le réseau de partenariat mondial pour soutenir la recherche. Si pour le Balai Citoyen on note des avancées depuis la réouverture du dossier Thomas Sankara en 2015, le mouvement interpelle tout de même la justice à plus de célérité pour la manifestation de la vérité dans le drame du 15 octobre 1987. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Depuis 1997, date à laquelle une plainte contre X a été déposée pour assassinat du capitaine Thomas Sankara, la justice se fait toujours attendre sur cette affaire. Jugé classé sous le régime Compaoré, ce dossier a, à la faveur de l'insurrection, été réouvert et a connu des avancées notables, note le Balai Citoyen, mais la soif de justice demeure. Pour ce mouvement, l'ultime hommage que le peuple burkinabé et le monde entier souhaitent pour l'homme est la manifestation de la vérité. Il s'agit entre autres de l'inculpation de plusieurs personnes dont Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré, la transmission d'une partie de documents classifiés en lien avec l'assassinat du président du CNR et de ses compagnons par la France, l'expertise balistique, l'émission de mandats d'arrêt contre Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando. Ce sont autant d'actes qui ont été posés depuis la réouverture du dossier en 2015. C'est dire que le dossier a un peu avancé. Cependant, le Balai Citoyen exhorte la justice burkinabé, en particulier le juge d'instruction, à plus de célérité. 33 ans, c'est l'âge de Thomas Sankara à sa prise de pouvoir. 33 ans, c'est suffisant pour que la lumière soit faite. Au plan national, de nombreuses actions sont menées pour la perpétuation de la mémoire de l'homme, dont entre autres le projet de réalisation du mémorial Thomas Sankara et l'université Ouaga 2 qui portera ce 15 octobre 2020 le nom du père de la révolution burkinabé. Le mouvement Le Balai Citoyen salue également d'autres initiatives internationales allant dans ce sens, notamment la création d'une bourse doctorale Thomas Sankara par le réseau de partenariat mondial, logé à l'université de Castel en Allemagne. Pour la nomination de la bourse doctorale, le GPN a identifié le camarade Thomas Sankara parmi d'autres honorables personnalités dans le monde, dont entre autres Walter Rodney, activiste historien et académicien guyanais, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Wangari Maathai, activiste kenyan, défenseur de l'environnement et prix Nobel de la paix en 2004, etc. Le Balai Citoyen, avec d'autres membres du GPN, ont porté l'argumentaire pour ce baptême de la bourse doctorale au nom du camarade président Thomas Sankara. La bourse doctorale Thomas Sankara permettra aux étudiants des universités du Sud de se former dans les domaines ci haut cités. Les domaines de recherche pris en compte sont entre autres le partenariat dans la coopération au développement, le partenariat dans l'économie mondiale et le partenariat dans la production de connaissances. À noter par ailleurs que plusieurs activités marqueront ce 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, parmi lesquelles des conférences,
des projections cinématographiques et l'inauguration de l'université Thomas Sankara. L'Union pour le progrès et le changement UPC a présenté aux journalistes aujourd'hui même sa direction nationale de campagne électorale 2020. L'occasion était donc toute trouvée pour les membres de la direction de faire le point des candidatures du parti au double scrutin du 22 novembre prochain. Sanata Serré pour le détail. Ce sont eux qui seront chargés de diriger la campagne électorale de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Composée de 25 membres, cette direction générale nationale des campagnes électorales a été mise en place par le Bureau politique national. Elle aura pour mission, entre autres, d'organiser et d'assurer le bon déroulement de la campagne électorale prévue du 1er au 21 novembre 2020. Nous avons le directeur général national de campagne en ma personne, Soso Adama. Nous avons le directeur général national adjoint chargé de la stratégie électorale, M. Diko Amadou Diamdjoda. Nous avons le directeur général national adjoint chargé du suivi des programmes provinciaux, M. Yamego Rabi. Nous avons le directeur général national adjoint chargé des cibles électorales spécifiques, M. le Samandien Naba, ici présent. Nous avons le directeur du scrutin et de la surveillance électorale, M. Zerbo Moussa. Le directeur de la communication de la presse et des relations publiques, M. Zabsore Youssouf. Le directeur chargé du programme du candidat, M. Ouedraogo Idrissa. Cette conférence de presse de l'UPC a également permis à ses premiers responsables de faire le point de ses candidatures aux élections. Et selon les conférenciers, le processus de désignation des candidats a été guidé par des principes et a obéi à un certain nombre de règles. Au terme de l'article 21 de la directive, une fois les candidatures déclarées, les candidats se concertent sous l'égide de la commission consultative électorale pour aboutir à une liste consensuelle. Le secrétaire général de section, les députés, les maires et les membres du bureau politique national de la province prennent part à la rencontre. L'article 22 précise que si cette concertation n'aboutit pas à un consensus, soit le bureau exécutif central se saisit de la question pour la trancher, soit une conférence provinciale est convoquée pour la résoudre. Il est ressorti également de cette rencontre avec les journalistes que 262 candidatures ont été déposées sur la liste du parti et 250 ont été retenues, dont 55 femmes et 195 hommes. Sur les 46 listes de candidatures déposées par l'UPC aux législatives, 39 ont été validées par consensus, 5 par primaire et 1 par alliance, a en croire le directeur national de la campagne électorale, Adama Soso. Le ministre de l'économie, des finances et du développement a décerné une distinction honorifique au président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD en fin de mission. Cette cérémonie de décoration a eu lieu ce lundi. Après plus de 42 ans de service à la BOAD, dont 9 passés à la tête de la dite institution, Christian Adoveland a fait valoir définitivement ses droits à la retraite le 28 août dernier. Mamit Riana Kamambou. Par cette cérémonie, Christian Adoveland, président de la Banque ouest-africaine de développement, en fin de mission, vient d'être élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon. Cette décoration est une décision du président du Faso pour ses efforts consentis pour l'amélioration et la consolidation des relations de partenariat entre le Burkina Faso et son institution. C'est un sentiment, comme vous venez de le dire, de fierté et en même temps de reconnaissance. Reconnaissance du travail qui a été accompli, reconnaissance de tous nos efforts, l'effort de tout le monde. Tout ce que je peux dire, c'est que nous devons être très rassurés et que l'aventure continue et que la BOAD sera toujours aux côtés de nos États. Durant ces 9 ans à la tête de la BOAD, soit la période de 2001 à 2019, le Burkina Faso a bénéficié de la Banque ouest-africaine de développement plus de 4 420 milliards de francs CFA. Des fonds qui ont permis au gouvernement burkinabé de renforcer son chantier de développement, notamment dans les domaines de l'eau et l'assainissement, les infrastructures routières, de l'énergie et le développement local. La BOAD, sous l'égide de Christian Adoveland, a soutenu également le secteur privé.
La BOAD a toujours été aux côtés du peuple burkinabé et du ministère de l'économie et des finances. Vraiment, c'est ce sentiment de satisfaction et de reconnaissance et surtout de gratitude qui font que nous avons donc tenu à récompenser et à témoigner cette gratitude-là au nom du peuple burkinabé à M. Adebolande. A pris des actions dans Coris Bank, est devenu actionnaire et a mis à la disposition de notre institution plusieurs lignes de financement. C'est ce qui nous a permis donc d'accompagner à notre tour la plupart des entreprises pour le financement de leurs activités. Donc le secteur privé, par ma voix, tient à féliciter et à remercier M. Christian Adebolande pour son engagement pour le secteur privé de notre union et particulièrement pour le secteur privé burkinabé. Et pour le compte de ces projets, la BOAD comptabilise 161 opérations pour un montant des engagements estimé à 611 milliards de francs CFA. Après donc plus de 42 ans à la BOAD, Christian Adebolande a fait valoir définitivement ce droit à la retraite depuis le 28 août 2020. Le lancement du programme national pour la facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest a eu lieu ce mardi 13 octobre à Ouagadougou. Le programme s'étale sur 5 ans et concerne 9 pays ouest-africains. Il vise la facilitation de la circulation des marchandises, l'amélioration des échanges entre les différents pays ouest-africains et à faciliter le commerce pour les femmes et pour les jeunes. Serge Bado. Fournir au Comité national de facilitation des échanges la possibilité de renforcer sa position de chef de file et de responsable de la facilitation des échanges au Burkina Faso à travers des partages d'expériences et de bonnes pratiques. Assurer un haut niveau de visibilité du Comité national vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes du commerce, des transports et de la logistique au Burkina Faso, tels sont entre autres les objectifs de cet atelier de lancement du programme régional de facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest. Et pour le ministre Aruna Kabouri, en charge du commerce, cet atelier permettra de faciliter les échanges entre les États. Y connaissant donc le niveau de commerce intra-africain, je l'ai dit intra-sous-régional, on comprend très bien qu'il y a donc des situations, j'allais dire des mesures non barrières qui bloquent un peu les choses, et ce programme va permettre donc de lever les boulots d'étranglement et de renforcer donc l'ensemble des corridors pour nous permettre donc de mieux commercer entre États dans la sous-région et bien entendu en Afrique. En matière de circulation, il faut regarder les outils qui vont être utilisés. Si nous travaillons sur les corridors, c'est améliorer donc la logistique, notamment donc la containerisation. Si nous travaillons sur, comment la facilitation donc au niveau donc des importations, au niveau des exportations, c'est renforcer donc les outils qui existent, notamment donc la plateforme Silvio aujourd'hui, pour créer des éléments d'interconnexion avec la plateforme Sidonia utilisée par la douane. Pour la directrice du commerce de l'Iomoa, Rose Tiemoko Cabran, la facilitation des échanges joue un rôle important dans le développement des États et ce programme permettra de réduire les barrières au commerce entre les États. Ce lancement au niveau national permet en fait de quitter le niveau régional pour aller vers les pays. Parce que les bénéficiaires du programme, comme l'UMOA l'a dit, c'est pour les pays, des populations de l'Union, de l'UMOA, des populations de la CEDEAO. Donc il faut que les pays s'approprient toutes les composantes de ce programme. Donc en gros, il faut dire que le programme doit permettre de réduire les barrières non tarifaires parce que les tarifs sont déjà réglés depuis des années au niveau mondial et même au niveau de l'Union avec les différentes techs. Aussi, aller vers la modernisation des administrations. D'un coût global de plus de 3 milliards, ce programme lancé en septembre 2018 prend fin en 2023. Il met l'accent sur les petits commerçants et les femmes en améliorant leur accès aux opportunités et leur place dans la société. L'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, UNAPESB en abrégé, a organisé ce mardi une visite dans 7 établissements scolaires. Objectif, promouvoir la paix et la cohésion en milieu scolaire, gage de réussite pour les élèves. Cette sortie terrain a été placée sous le signe d'une année scolaire et académique apaisée, sécurisée et résiliente. Mamie Rena Kamambou. Travail et discipline, c'est en résumé le message du président de l'UNAPESB, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, à l'endroit des élèves lors de cette tournée dans des établissements. Pour le président de cette structure, Hector Ouedraogo, ces mots visent à encourager et à galvaniser les élèves en ce début d'année scolaire et académique qu'ils souhaitent apaiser, sécuriser et résiliente.
Et vous le savez tous, comme moi, aucun développement d'un pays ne peut se faire sans éducation. Mais il faut bien entendu une éducation qui soit de grande qualité. Et c'est ce à quoi les parents d'élèves que nous sommes, que nous représentons, travaillons. Pour une éducation de grande qualité, pour un rayonnement de notre système éducatif, afin que les enfants qui sont donc les porteurs donc, de notre devenir là demain soient bien et réussissent à atteindre à l'excellence les objectifs qu'ils poursuivent. L'excellence dans le travail, un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous lui promettons de ne pas le décevoir. Nous allons très bien travailler pour que nos parents soient fiers de nous. Ils ne doivent pas redouter nous. Nous devons leur donner notre confiance, très bien travailler. Et on promet de ne pas les décevoir. En plus de ces mots d'encouragement, Hector Ouedraogo a aussi rappelé aux élèves et aux enseignants l'importance du respect des mesures barrières pour freiner la propagation du Covid-19. Les responsables d'établissements promettent de veiller à ce que ces mesures soient respectées au sein de leurs établissements. On essaie de mettre en place ou en œuvre le plan de riposte du ministère. On avait un plan à notre niveau. Il y a les lave-mains, il y a le port de masque qui est obligatoire. Bon, nous allons travailler à inscrire ça dans le règlement intérieur. Ce n'est pas encore fait parce que quand on faisait la relecture du règlement intérieur, on n'avait pas encore cette donne, mais je crois que ça sera fait. Au début de l'année, on a d'abord essayé de sensibiliser le personnel au conseil de rentrée pour qu'eux-mêmes ils soient d'abord un exemple dans le respect de ces mesures barrières. Ensuite, on a essayé de mettre en place des lave-mains pour permettre l'hygiène vraiment des mains et on exige aussi le port du cache-nez avec les élèves. Au total, 7 établissements d'enseignement de Ouagadougou ont reçu la délégation de l'UNAPSB lors de cette tournée de sensibilisation. Une visite qui a débuté au lycée technique national Sangoulé, la Misana. La 17e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC a officiellement ouvert ses portes lundi dernier à Bobo-Dioulasso et c'était en présence de la ministre des Droits humains et de la promotion civique. Pour la première édition de la CENAC hors de Ouagadougou, les organisateurs ont fait le pari de marquer les esprits en apportant des innovations majeures. Joseph Koudougou. C'est parti pour la 17e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. Pour cette année, l'organisation de la CENAC intervient dans un contexte particulier. Une semaine placée sous le thème « Rôle et responsabilité des différents acteurs pour des élections apaisées dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires ». Ce que nous attendons des différents acteurs prenant part dans le processus, c'est leur engagement à la promotion de la tenue d'élections apaisées dans ce contexte très difficile. Je crois que le contexte que nous vivons actuellement doit nous interpeller à travailler davantage, à promouvoir les valeurs de paix et de tolérance, à ne pas rajouter de la violence à l'insécurité que le pays vit actuellement. Un thème pertinent qui implique l'engagement de la population. Nous pensons que c'est l'occasion pour nous d'encourager et de demander à la population et particulièrement aux jeunes de participer aux différentes activités pour justement d'information, pour connaître leurs droits, mais leurs devoirs également. Parce que le thème qui a été choisi, comme vous l'avez dit, en cette période électorale et dans une période d'insécurité, et également sur le plan sanitaire également, nous avons quelques difficultés. Il est évident qu'il ne faut pas en ajouter. Donc, c'est pour nous l'occasion de recommander donc, aux populations, aux jeunes, beaucoup de tolérance, parce que la citoyenneté, c'est accepter l'autre dans sa différence, et pour nous permettre de vivre ensemble.
Première du genre à Bobo Dioulasso, la 17e édition de la CENAC marque le début d'une célébration tournante avec pour objectif de disséminer les valeurs du civisme et de la citoyenneté dans toutes les régions du pays. En Côte d'Ivoire, l'association des femmes burkinabè ressortissantes de Koudougou a mené une campagne de sensibilisation de ses membres à la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique avec leurs tuteurs ivoiriens. C'était le week-end dernier à Gonaté, une localité de la région de la Maraoué. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Yamba Kabri. Association des femmes burkinabè ressortissantes de Koudougou en Côte d'Ivoire. L'adage dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Et les femmes ressortissantes de Koudougou en Côte d'Ivoire veulent la paix et la cohésion sociale. Marie Ramdé et ses sœurs ont donc décidé d'aller au contact des populations. C'est la localité de Gonaté dans la région de la Maraoué qui a accueilli la caravane de sensibilisation menée par ces dames de feu et de fer. Aujourd'hui, nous sommes ici à Gonaté pour une journée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Il faut dire que notre structure est une structure qui regroupe toutes les femmes en général. Et déjà, nous avons ici une section de notre structure et qui regroupe aussi toutes les communautés ici à Gonaté. Et voilà pour cause aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser cette journée pour parler à la communauté, à nos parents, à nos sœurs, sur le bien fondé du vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix. Cette journée de sensibilisation que nous avons organisée a pour thème femmes actrices de paix et de développement. Les autorités ivoiriennes ont donc salué cette belle initiative par leur présence effective. C'est une action qui va dans le sens du développement. Ces actions, en rassemblant toutes les femmes, prouvent que ces dames ont pris sur elles le chemin de la paix, du développement et ce que femme veut, Dieu veut. Nous qui sommes des élus, nous allons les accompagner dans cette voie. Et je serai à leur côté et faire ce que je peux de ma petite manière pour leur venir en aide. Vraiment, je vous remercie pour votre passage ici à Gonaté. Je suis très heureux d'être à cette cérémonie. L'association fondée par Marie Ramdé, qui revendique moins de 2 ans d'existence, enregistre plusieurs activités menées en faveur de l'autonomisation financière des femmes membres de cette structure. C'est la fin de ce 20h que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme lui se poursuit sur True TV et nous vous souhaitons bonne suite de programme.